Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique et au parti Debout la France. Et pour en parler, nous avons Christiane Delaney-Clara, la déléguée nationale de l'Outre-mer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va chaudement, fraîchement et je suis ravie d'être là. Oui. Alors vous êtes là à Mayotte justement en soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Alors, en soutien, oui, mais je viens surtout pour une chose, pour écouter les Mahorais. Parce que malheureusement, trop souvent, les départements d'outre-mer sont un peu oubliés, sont considérés comme des Français non pas à part entière, mais entièrement à part. Donc il est important pour quelqu'un qui prétend être le président de la France et de tous les Français, ben, qu'on puisse venir dans les départements d'outre-mer, pas en grand sachant, pas en donnant des injonctions, mais écouter. Parce qu'il est temps que les habitants de l'outre-mer, qu'ils soient dans l'océan Indien, Pacifique ou Atlantique, puissent être entendus. Et la preuve que Nicolas Dupont-Aignan a ces départements d'outre-mer à cœur, je suis moi-même originaire des Outre-mer, oui. Raison pour laquelle j'ai peut-être une oreille plus attentive, parce que quelque part, nous avons un peu le même passé, la même histoire. Donc je suis venue écouter, savoir ce que veulent les gens, les Mahorais, comment ils seront ressentis pour cette présidentielle et les entendre surtout. Parce que souvent, les grandes décisions sont prises en France hexagonale, à 10 000 km, sans tenir compte d'une réalité historique, géopolitique, sans tenir compte de l'âme des Iliens. Donc c'est un peu cette démarche que j'entreprends aujourd'hui. Et vous connaissez bien les Outre-mer, effectivement, de votre expérience pour pouvoir en parler. Mayotte, c'est différent. On dit souvent que Mayotte, c'est assez différent de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, mais proche de la Guyane. Vous en pensez quoi? Alors proche, oui et non. Parce que la Guyane a été quand même colonisée, il faut le savoir. C'est vrai que les descendants d'esclaves, une grande partie, ont pu s'échapper, sont devenus des marrons, se sont cachés dans la forêt amazonienne, alors que Mayotte, c'est différent. Quand ce sultan, en 1841, a cédé Mayotte à la France, ce n'est pas un pays qui a été colonisé, donc l'approche est différente. Même si, depuis 2011, Mayotte, c'est la France, puisqu'ils sont devenus départements, mais c'est quand même une histoire différente. Et c'est en cela que c'est une richesse supplémentaire pour la France. Et Nicolas Dupont-Aignan s'adresse souvent aux Mahorais. Hein. Il a fait souvent des vidéos pour les Mahorais. On sent que Mayotte fait partie de ses préoccupations premières. Il en parle souvent. Hein. Il avait fait différentes déclarations, par exemple, au période du confinement. Et le confinement n'est pas adapté à Mayotte. Il a l'impression qu'il a conscience que les choses ne sont pas assez bien faites pour Mayotte. C'est plus qu'une impression, puisque la preuve vivante, je suis là. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis là pour venir, pour qu'on construise ensemble le programme des présidentielles et que Mayotte soit considérée à sa juste valeur. Donc, c'est quelque chose de très profond, l'attachement à Mayotte. Et puis, ce que représente Mayotte sur le plan géopolitique. Voilà. Donc, lui, ce qu'il voudrait faire, entre autres, il veut faire énormément de choses, mais c'est que Mayotte soit considérée dans son environnement géopolitique. Est-ce qu'on a entendu hier Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'il va arriver à être candidat parce que il veut se présenter? On sait bien la fameuse loi des 500 signatures. Il y a le congrès des maires aujourd'hui qui se passe à Paris. Ils sont évidemment très convoités, les maires, vu que c'est eux qui signent. Et il a fait un appel hier sur Facebook disant je suis menacé de ne pas pouvoir y arriver. Où ça en est? Alors ça avance. Lentement, mais sûrement, on les aura. Parce que, en fait, ce que voudrait Nicolas, c'est avoir un certain nombre de signatures, mais dans le confort. En 2017, il en a eu 700. Là, nous ne sommes pas loin du compte, mais il veut avoir un confort, une avance, parce que souvent, il y a des maires qui, par rapport à un discours, une sensibilité, des maires, et pas que, parce que des maires peuvent soutenir, mais aussi des élus du conseil général ou régional. Donc, ils sont sensibles, ils donnent un accord, et puis au dernier moment, ils se retirent. Parce que vous savez que maintenant, ça n'est plus anonyme. Non, c'est vrai, et c'est voilà, clair. Donc, la peur du gouvernement en place. Voilà, Ou alors, est-ce que c'est le fait qu'en 2017, il s'était rallié à Marine Le Pen qui lui a valu beaucoup de reproches? Beaucoup lui ont reproché ça. Est-ce qu'il paye ça aujourd'hui?
Il y a peut-être un peu de ça, mais aujourd'hui, de l'eau est passée sous les ponts et les gens s'attachent plus à son discours, qui est une réalité. Vous voyez, il vient de sortir cet ouvrage, Où va le pognon, où il dit qu'il n'est pas un magicien et ce qu'il dit qu'il fera pour la France est réalisable, parce qu'il y a une possibilité de trouver l'argent nécessaire pour sortir la France de l'état d'urgence dans lequel... Il dit comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu racoleur, dire voilà, moi je sais comment faire? Je vous invite à le lire et vous verrez que ça n'a rien... Je pose la question. Non, c'est pour ça que je vous invite à le lire, parce que ça n'a rien de... C'est pas une chimère, c'est vraiment une réalité. Il explique point par point en donnant des exemples, en disant voilà, je prends l'argent à tel endroit, je vais faire telle chose. C'est vraiment détaillé. Qu'est-ce qu'il propose de mieux pour vous? Alors, de faire des économies, déjà. Alors, beaucoup de gens disent qu'il est contre l'Europe. Non, pas du tout. Nicolas Dupont-Aignan et tous les gens qui le suivent sont pour une Europe des projets et pas une Europe des nations. Pas une Europe qui va vous dire de quelle couleur vous devez peindre l'école, que vous soyez en Outre-mer ou que vous soyez à l'autre bout de l'Europe. Une Europe comme elle a été pensée au départ. Schuman, l'Europe de charbon et de l'acier, l'Europe d'Ariane, l'Europe d'Airbus, cette Europe forte pour construire des projets, mais pas une Europe où l'État devienne des chambres d'enregistrement, où 75% des textes se décident à Bruxelles. Voilà l'Europe qu'il veut. Et par cette Europe-là plus forte, on peut faire énormément de choses, financer des projets à Mayotte et ailleurs. Oui, il a dit d'ailleurs, pour Mayotte, il avait dit, en tout cas en 2018, je veux casser l'appel d'air du droit du sol. Il le pense toujours fortement? Oui. Je trouve que par rapport à cette histoire entre les Mahorais et les Comoriens, il faut composer et être intelligent. Certaines parties de Mayotte accueillent bien les gens qui viennent des Comores et d'autres non. Je pense qu'il faut ne pas être dans un discours qui plaît, mais dans un discours construit, dans un discours de bon sens. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il différencie maintenant? Parce que les gens, malheureusement, je reviens à cette histoire d'alliance qu'il a eue, on lui a beaucoup reproché, mais qu'est-ce qu'il différencie maintenant de Marine Le Pen? Parce que certains propos sont les mêmes. Oui, comme dans beaucoup d'autres partis à droite, certains propos sont souvent les mêmes. D'ailleurs, on dit même que des idées sont piquées par-ci, par-là. C'est peut-être la manière de le dire et la projection qu'il fait. Parce que c'est vrai que le discours dans certains domaines est le même, mais les propositions qu'il fait ne sont pas les mêmes. Quelle est la plus forte des propositions selon vous? Là, aujourd'hui, si demain il est président, si demain matin il est président, qu'est-ce qu'il ferait en premier pour la France? Déjà, il ferait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un gros chantier, mais rassembler les Français, pas autour d'un parti, mais autour d'une vision, d'une idée. Un peu comme l'a fait lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de son appel du 18 juin, le général de Gaulle. Un plan de ce genre-là. C'est-à-dire que c'est vrai que les partis existent et je pense que les partis ont vécu. D'un point de vue personnel, je pense qu'à la chute du mur de Berlin, c'était le chant du cygne et là, on voit bien droite, gauche, c'est toujours la même chose. Donc se rassembler autour de vrais projets où on pourrait construire la France de demain. Pas la France à deux vitesses, pas la France des nantis et la France des plus pauvres, mais une France où tous les ressortissants, tous ces gens, ces humains qui appartiennent à la France, pourraient composer et construire ensemble un projet et avoir une vision. C'est l'heure du rassemblement. Les guéguerres, les roitelets, c'est terminé. On a bien vu que depuis 30 ans, 40 ans, ça ne construit à rien qu'à du désastre. Alors, on se retrousse les manches, on avance et rassemblons-nous. Une polémique aussi de Dupont-Aignan, c'est le fait d'être anti-vaccin. Il l'a dit, il y a d'ailleurs une image qui a choqué un médecin hier en plateau, où on voit Nicolas Dupont-Aignan en pleine campagne, embrasser quelqu'un. De toute façon, moi je suis pas vacciné, mais c'est pas grave, on s'embrasse. À l'heure où on parle de cette 5e vague, à l'heure où on voit que les gens qui sont pas vaccinés sont plus à l'hôpital que ceux qui sont vaccinés, Nicolas Dupont-Aignan, lui, persiste à dire qu'il n'est pas d'accord avec ce passe vaccinal, qu'il n'est pas d'accord avec cette obligation vaccinale? Alors, Nicolas Dupont-Aignan est quelqu'un d'extrêmement attaché à un principe, liberté, égalité, fraternité. Au-delà de cet attachement, il n'est pas contre les vaccins. En général, nous sommes des générations issues du vaccin. Il est contre l'obligation vaccinale. Et ce vaccin en particulier, moi je ne suis pas médecin, mais on sait bien qu'il est en phase 3.
Pour ceux qui ne le savent pas, la phase 3, c'est cette phase où un produit, tel qu'il soit, est expérimental. Oui, et ce qui dénonce aussi, c'est que plutôt que de foncer tous vers le vaccin, pourquoi ne pas explorer, utiliser des médications qui ont prouvé leur efficacité? Donc, ce n'est pas un anti-vaccin viral, il est juste contre l'obligation pour ce vaccin précis, en expliquant pourquoi. Et la liberté de choisir. Oui, mais là, on met en danger les autres. La liberté de choisir, on met en danger les autres. Là, certains disent, OK, on parle de cette fameuse phase 3, je le reconnais, mais certains disent, oui, écoutez, il y a 50 millions de vaccinés en France, il n'y a pas eu, de cas graves d'effets secondaires. Il y en a eu comme dans tout médicament. Mais et dans le monde entier, ils ont analysé ces effets secondaires. Écoutez, il y a très, très peu d'effets secondaires par rapport au nombre de millions de personnes vaccinées. Donc cet argument tire de moins en moins la route pour ceux qui prônent le vaccin. Je n'aurais pas le même discours que vous, dans la mesure où au niveau des médecins, des professeurs, ils se contredisent entre eux. Déjà, c'est un fait c'est le professeur Montagnier. On a dit qu'il était... Les professeurs disent ça. Mais cher monsieur, oui. La majorité n'a pas toujours eu raison. Il y a plein de contre-exemples. Alors lui, il ne dit pas aux gens de ne pas aller se vacciner. Il est contre l'obligation et il dit qu'il y a d'autres voies à utiliser, tout simplement. Mais on a bien vu le danger que, peut-être pour lui aussi, regardez Boris Johnson en Angleterre qui était contre le vaccin au départ, qui ne voulait pas se faire vacciner. Il a attrapé le Covid et après il s'est fait vacciner. On a vu qu'il était dans un état grave. Il ne craint pas, Nicolas Dupont-Aignan, de dire je risque quand même d'attraper le Covid, d'aggraver la situation. Comment il modère la situation? Elle est quand même préoccupante. En disant tout simplement qu'il faut utiliser d'autres voies et que ceux qui souhaitent se vacciner le fassent, tout simplement. Il n'est pas dans l'injonction. Il est tout à fait dans son propos. En fait, lui, ce qu'il reproche, c'est quoi? C'est que ce soit une obligation masquée? Deux choses. L'obligation masquée. La deuxième, et pas des moindres, c'est que c'est la phase 3. Oui, bon, ça c'est l'argument pour les antivax, qui est d'ailleurs soulevé en Outre-mer, qui est soulevé en Outre-mer. En Guadeloupe et en Martinique, vous voyez bien comment nous faisons de la résistance. Oui, ça c'est sûr. Oui, mais ça c'est aussi une mentalité de la Guadeloupe. On parlait mais pourquoi cette mentalité? C'est pour ça qu'il est important de connaître l'histoire des Outre-mer. Oui. Parce que les Guadeloupéens et les Martiniquais sont réfractaires, parce que plus d'une fois, à travers l'histoire des départements, nous avons été floués et trompés par la France. On nous disait que des choses, le problème de l'eau, le problème des chlordécones, des sols pourris pour plus de 500 ans. Donc, vous comprenez bien que par rapport à ce genre d'obligation, nous sommes réfractaires. Et donc, oui, on a vu en Guadeloupe, en Martinique, on a retardé pour les médecins. Ça, c'est sur la vaccination. Qu'est-ce qui le préoccupe aujourd'hui par rapport à Mayotte? Quelle est aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, son image de Mayotte aujourd'hui à l'instant T? Alors, il est persuadé, il est certain que Mayotte a un potentiel extraordinaire, qu'il y a du désordre et qu'il faut mettre de l'ordre. Mais pas un ordre qui est décidé à 10 000 km, mais un ordre en composant avec les Mahorais et surtout en les écoutant, en leur disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez Mayotte, c'est votre vie, c'est votre territoire, c'est votre histoire. De quoi avez-vous besoin? Mais ça, on l'a fait 100 fois. Oui, mais ça, on l'a fait 100 fois. Beaucoup de gens... Il y a d'ailleurs la loi Mayotte qui est en cours d'élaboration. Mais l'idée d'aller voir les Mahorais, comme vous le faites, et de dire, on vous écoute, dites-nous ce qui ne va pas. Les Mahorais, c'est oui, mais on a chaque fois dit ce qui n'allait pas, et il ne se passe rien derrière. Quel est le résultat aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'Amégouille va passer des choses? Mais forcément. Parce que, comme vous le disiez si bien, jusque-là, il ne s'est rien passé. Ou à minima. Oui. Voilà, des simulacres d'avancée. Mais lui, il est différent dans sa démarche parce que je suis là, tout simplement. Et que je sais de quoi il en retourne étant originaire des Outre-mer. Oui, ça c'est sûr, vous avez l'expérience des Outre-mer dont il a besoin forcément. L'Outre-mer, c'est mon patrimoine, c'est mon ADN. Oui, bien sûr. Voilà, donc... qui mieux que quelqu'un... D'ailleurs, vous changez un peu le Debout la France en Debout, je ne sais pas, comment vous faites? Debout, alors c'est en créole. Voilà. Alors, vous voyez encore quelque chose d'important. Oui. Moi, parce qu'aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, les partis n'ont plus vraiment d'importance parce que les gens n'y croient pas. Moi, j'ai un mouvement citoyen, je suis à l'origine d'un mouvement citoyen qui s'appelle Dubut, parce qu'en Guadeloupe, le terme Dubut est un mot générique qui entraîne, c'est du créole. Donc, par pure coïncidence, ça correspond avec debout. D'accord. Oui, c'est vraiment une pure coïncidence. Okay. Donc, quand je vais aux élections locales, j'y vais sans étiquette.
Mais je ne me cache pas que je suis représentante de Debout la France. Évidemment. Voilà. Mais on le sait, d'être sans étiquette, mais on sait quand même votre tendance. Mais bien sûr. Ouais. Et donc, je réunis un maximum de Guadeloupéens autour d'une idée, d'une vision, et pas d'un parti. Les partis ont vécu. C'est terminé. Vous pensez que c'est la même chose pour Mayotte, les partis ont vécu? Je pense que ça commence à se décanter. Du peu que j'ai vu jusque-là, je suis encore là jusqu'à samedi, je pense que les gens ont compris, hein, et que les choses commencent à se décanter. Donc je pense que quelque part, c'est un discours qui est audible et qui pourra être entendu, mais aussi compris. Vous avez quoi qui est prévu aujourd'hui, les rencontres, demain? Qu'est-ce qui est au programme? Avec Maë, on va à la rencontre des gens de la société civile, du Mahorais lambda, des responsables d'entreprise. On va sur le terrain, on va visiter des lieux de fabrication, une ferme également, rencontrer aussi des élus, des gens de Mayotte, des Mahorais. Et après, vous allez voir Nicolas Dupont-Aignan et vous lui ferez votre rapport. Après, je vais à la Réunion. À la Réunion, ah oui, voilà. D'accord. Oui, mais ça, Mayotte, non, d'accord. Je veux faire le même travail. Et après, on rentrera à Paris. Je vais dire, voilà le compte-rendu, voilà ce qu'on a écrit, ce qu'on a composé, ce qu'on a projeté. Et maintenant, on s'en saisit et on met dans le programme des présidentielles. Vous préparez l'avenue de Nicolas Dupont-Aignan à Mayotte? Oui, quelque part, parce qu'il doit venir certainement. On viendra au mois de février. Février? Oui. Comme il aime bien venir à Mayotte quand la dernière fois qu'il est venu. Quelle image il a, le mieux de Mayotte? Qu'est-ce qu'il dit le plus souvent sur Mayotte? Que c'est un pays formidable et qu'il y a beaucoup de choses à construire. Normalement, aussi développer des choses avec l'Afrique, qui n'est pas très loin. 1 heure des côtes du Mozambique, je crois. Le projet gazier? Par exemple, il y a un potentiel extraordinaire qui malheureusement, et les choses sont endormies. Donc voilà, il faut secouer la fourmilière. C'est ça qu'on retiendra. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et surtout, n'hésitez pas, je vous conseille de le lire. Il y a énormément d'informations. Et vous, à Mayotte, vous pouvez aussi apporter des choses. Je suis venu pour vous écouter, pour vous entendre, de manière à ce que nous construisions la France de demain. Avec la question, où va le pognon? N'est-ce pas? Pas dans ma poche. Merci pour ce temps de parole. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.